Bienvenue à The Debate. Dans cet espace de discours et d'analyse où se croisent de multiples perspectives, nous explorons aujourd'hui une argumentation juridique fascinante. Imagine le scénario. Tu viens de remporter le plus grand tournoi de ton continent. Ouais, le rêve ultime. Exactement, le rêve. T'es à la 98e minute d'une finale épique, ton équipe marque, l'arbitre siffle la fin, puis tu soulèves le trophée sur le terrain. L'euphorie totale. Puis, des semaines plus tard, on t'arrache ce titre. Ouf! Pas sur le gazon, tu sais, mais dans une salle de conférence fermée. Juste à cause d'une définition dans un dictionnaire. C'est littéralement le cauchemar que vit le Sénégal en ce moment. Ouais, puis c'est là qu'on réalise que le sport, surtout au niveau professionnel, c'est pas juste ce qui se passe entre les deux lignes de touche. Non, vraiment pas. C'est aussi, et peut-être même surtout, ce qui est écrit dans les gros livres de règlement. Ceux d'entre vous qui ont regardé le match en direct se souviennent sûrement de la confusion totale à cette fameuse 98e minute. Ah mon Dieu, le chaos absolu. Totalement. Vous vous disiez sûrement que le match était fini, que le chaos avait gagné. Le droit, lui, a une lecture complètement différente du temps et de l'espace. Exact. Tu sais, quand on trace une frontière sur une carte géographique, mettons, on s'attend à une précision mathématique, Ouais, OK? Tu regardes la ligne noire sur le papier, puis tu dis, OK, ici, c'est un territoire, et là, c'en est un autre. C'est super net. Mais quand tu arrives sur le terrain physique, tu te rends compte qu'une rivière a changé de lit depuis l'impression de la carte. C'est ça. Et soudainement, ta belle ligne parfaite devient extrêmement floue dans la réalité. C'est la zone grise par excellence, la collision frontale entre la théorie pure d'un texte de loi et le chaos organique d'un événement en direct. Tellement. Fait qu'aujourd'hui, on plonge en profondeur dans une ébauche d'appel, un genre de mock draft préparé pour représenter formellement le Sénégal devant le tribunal arbitral du sport, le fameux TAS. Le grand tribunal. Ouais. L'auditoire, c'est déjà que le Sénégal a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sur le terrain face au Maroc, avant d'être dépouillé de son titre par le jury d'appel de la CAF pour avoir temporairement quitté le terrain. Puis juste pour être super clair dès le départ, notre objectif aujourd'hui, c'est pas de deviner les intentions secrètes de la CAF ou de faire de la politique sportive. Non, pas du tout. On se concentre exclusivement sur les détails, la structure et la force persuasive de ce document juridique spécifique. C'est un pitch légal. Fait que la question centrale, c'est l'argumentation textuelle et jurisprudentielle de cette ébauche d'appel est-elle assez rigoureuse pour persuader un panel d'experts du TAS que la décision de la CAF est dépourvue de fondement légal? Absolument. Et moi, en tant qu'avocate de formation, je représente la position selon laquelle cette ébauche démontre de manière irréfutable par une analyse textuelle stricte et des précédents clairs que l'article 82 du règlement ne pouvait légalement pas s'appliquer à cet incident. OK. Le Sénégal a le droit strict de garder son titre. De mon côté, je représente la position selon laquelle, bien que l'analyse sémantique de ce document soit brillante, un panel d'experts pourrait rejeter cette lecture ultralittérale. Ah oui. Oui, je suis convaincu qu'ils vont considérer l'intention globale du règlement, la sécurité de l'événement et l'esprit du sport face à un abandon de terrain, même s'il était temporaire. OK, plongeons dans le vif du sujet d'abord. Moi, je soutiens que cette ébauche d'appel, c'est une démonstration magistrale de logique juridique qui détruit tout simplement la fondation de la décision de la CAF. C'est un grand mot, ça, détruire. Mais c'est vrai. Écoute, la pierre d'assise du document repose sur l'article 116 du règlement de la CAN, qui stipule explicitement qu'en cas de litige, c'est le texte français qui fait foi. OK, ouais. Pourquoi c'est crucial? Parce que le document prouve que la condition de déclenchement de l'article 82, l'article qui sanctionne une équipe qui quitte le terrain, stipule que l'abandon doit se faire avant la fin réglementaire du match. Right. Or, cette condition n'a techniquement jamais été remplie. Après le pénalty accordé au Maroc. En plein chaos total. Exactement. Mais juridiquement, regarde le chronomètre. Cet incident, il s'est produit à la 98e minute, pendant le temps additionnel. Oui. C'est bien après la fin réglementaire qui est strictement fixée à la 90e minute. Puis, j'insiste là-dessus, l'annulation d'un championnat, retirer un titre continental à une nation, c'est la peine de mort sportive. C'est énorme, on s'entend. C'est la sanction la plus sévère possible. Une telle sanction exige une autorité textuelle explicite et irréprochable. Et ce que l'appel démontre, c'est que cette autorité est totalement absente ici. La CAF a utilisé un article qui avait expiré 8 minutes plus tôt.
Je reconnais d'emblée la sophistication incroyable de cette plaidoirie, mais j'aborde la question sous un autre angle. Vas-y. Une cour d'arbitrage sportive, même composée des juristes les plus pointilleux de la planète, pourrait très bien considérer cette interprétation comme une simple pirouette sémantique. Une pirouette, ça. Ouais. L'ébauche prend un risque colossal en s'appuyant presque exclusivement sur la distinction microscopique entre le temps réglementaire et les prolongations. En faisant ça, elle tente de mettre sur le tapis un fait massif, indéniable et gravissime. Lequel? Une équipe nationale, en finale d'un tournoi majeur, a quitté le terrain sur l'ordre de son banc pour protester contre l'arbitrage. Mais l'arbitrage était... Laisse-moi juste terminer mon point parce que c'est vraiment le cœur de mon scepticisme ici. OK. Penses-tu vraiment que le TAS va regarder ce comportement qui paravise une diffusion mondiale et menace la sécurité dans le stade et dire « Oh, c'était à la 98e minute, donc c'est correct ». C'est ignorer complètement l'esprit de la loi. Je comprends où tu vas en venir, c'est un bon point, mais regarde comment la CAF s'est piégée elle-même avec ses propres textes. Comment ça? Bien, la première ligne d'attaque de l'appel, c'est la frontière linguistique. Le rédacteur de cette ébauche ne fait pas que jouer sur les mots pour le plaisir. Il s'appuie sur l'architecture fondamentale des lois du soccer. L'appel cite la loi 7.1 de l'IFAB, tu sais, l'instance qui régit les lois du jeu mondial. Ouais, le board. C'est ça. Elle stipule qu'un match se compose de 2 périodes de 45 minutes. C'est ça, le match réglementaire. Ensuite, l'ébauche pointe vers l'article 75.11 du règlement de la CAF lui-même, qui définit noir sur blanc que les prolongations commencent après le temps réglementaire. OK. Il y a donc une frontière temporelle super claire, et elle est reconnue par la CAF elle-même. D'accord, je te l'accorde, la CAF fait une distinction entre les phases de jeu. Mais pourquoi assumer que ce choix de mots dans l'article 82 visait à créer une genre de faille temporelle magique qui permet à une équipe de faire la grève impunément dès que la 91e minute commence? C'est pas une faille magique. Ça n'a pas de sens sur le plan sportif. Je te dis que c'est pas une faille magique, c'est un choix de rédaction délibéré. Et le document le prouve grâce au droit comparé. Ah oui? Oui. L'ébauche compare l'article 82 de la CAF avec les règlements disciplinaires de l'UEFA, l'article 27.1, et de la FIFA, l'article 16.1. Ces deux instances utilisent une norme de complétion totale. C'est-à-dire? Dans leur version authentique, elles sanctionnent un match qui, je cite, « cannot be played in full », qui ne peut être joué dans son intégralité. OK, je vois la nuance. Chez l'UEFA et la FIFA, il n'y a aucune limite temporelle. Si tu quittes à la 119e minute, tu es sanctionné. Mais la CAF, elle, a choisi de s'écarter de ce standard international pour écrire spécifiquement avant la fin réglementaire. Mettons que tu as un contrat d'assurance commerciale, là. Oui, vas-y, avec ton exemple. Si ta police couvre les incidents survenant explicitement pendant les heures ouvrables, tu peux pas réclamer une indemnité pour un sinistre survenu à minuit sous prétexte que des employés faisaient des heures supplémentaires. C'est sûr. Le mot a un sens, surtout en matière punitive. C'est un argument convaincant. Ton analogie du contrat d'assurance est belle en théorie, mais sur un terrain de soccer, si tes supporters menacent d'envahir le terrain parce que tes joueurs rentrent au vestiaire, ton contrat d'assurance y prend le bord. Mais la loi... La sécurité prime sur la sémantique. Avez-vous considéré la manière dont un panel du TAS délibère en réalité? Ben, avec les textes. Pas juste ça. Ces arbitres sont obsédés par la prévisibilité et le refus de l'absurdité. Ils trouveraient pas ça complètement absurde qu'un règlement permet techniquement à une équipe de déclencher des émeutes, de paralyser le tournoi pendant 14 minutes sans subir de forfait, tout ça parce que la 90e minute vient de s'écouler. Mais c'est pas ça que le texte dit. Si on suit ta logique d'assurance, c'est comme dire qu'il est légal de vandaliser le bâtiment après les heures ouvrables simplement parce que le contrat de sécurité ne mentionnait que le jour. C'est un peu extrême comme comparaison. Le TAS refuse systématiquement les interprétations qui mènent à des résultats absurdes. Sauf que tu oublies un mécanisme juridique fondamental que le TAS attrique rigoureusement, et c'est le principe de contra proferentem. Ah, on sort le latin. Oui, parce que c'est crucial. Pourquoi cette règle existe? Pour forcer les législateurs à être précis. Ça veut dire que si tu as rédigé une loi de manière ambiguë ou incomplète, l'ambiguïté joue contre toi, le rédacteur. D'accord. L'ambiguïté appartient à la CAF. Le TAS n'est pas là pour réécrire les mauvais règlements de la CAF juste pour sauver la face d'une institution. Et ça nous mène directement à l'éléphant dans la pièce, la jurisprudence que tu gardes en tête depuis le début. L'affaire du Wydad Athletic Club de 2019. L'ébauche d'appel affronte ça de front. Exactement. C'est mon point fort.
Parce qu'en surface, l'affaire Wydad justifie à 100% la décision de la CAF. Vraiment? Ben oui. Le Wydad avait refusé de reprendre le jeu suite à une panne de la VAR en finale de la Ligue des champions de la CAF. Le TAS a statué que l'absence de la VAR n'invalide pas un match puis que refuser de jouer constitue un abandon, justifiant le forfait. Ouais, mais... Le Sénégal a fait exactement la même chose. Ils ont refusé de jouer parce qu'ils contestaient la décision de la VAR concernant la faute sur Brahim Diaz. C'est le même maudit scénario. Non? Et c'est là que le rédacteur de l'appel fait un travail d'orfèvre pour démonter cette comparaison. L'affaire Wydad, ça impliquait un abandon définitif et irrévocable. OK, mais un abandon quand même. Attends, le Wydad a dit « on ne joue plus, c'est fini ». Le match n'a jamais connu de conclusion sportive. L'arbitre a dû siffler la fin prématurément. Comment le TAS gère le cas du Sénégal face à ça? En montrant que c'est l'inverse absolu qui s'est produit en 2025. Il y a quand même eu 14 minutes d'arrêt de jeu, là. C'est pas rien. Non, je sais que c'est pas rien. Mais juridiquement, le match a repris. Ouais? Sadio Mané a calmé ses coéquipiers dans le vestiaire. L'équipe est revenue sur la pelouse. Le Maroc a accepté la reprise. Mendy a pris un carton jaune de l'arbitre pour avoir retardé le jeu. Ce qui prouve qu'il y avait une faute. Ce qui prouve que l'arbitre gérait encore la partie. Et le match s'est poursuivi. Diaz a tiré son pénalty, Mendy l'a arrêté, puis on est allé jusqu'aux prolongations où le Sénégal a marqué et gagné. Ouais, je vois l'effort de distinction entre un abandon total et un retard, je l'avoue. Et l'appel va encore plus loin pour solidifier ça. Il amène une jurisprudence super fascinante, l'affaire EREC en sport équestre. De l'équitation. Sérieux? Oui. Pourquoi utiliser la jurisprudence d'un autre sport pour établir le principe universel de l'intégrité d'un événement complété? Cette affaire, elle dicte que lorsqu'un événement est terminé et que les officiels ont certifié le résultat sur le terrain, on ne peut pas le détruire rétroactivement sans une autorité textuelle explicite. L'été est certifié. Écoute, je suis désolé, mais je n'y crois tout simplement pas. Laissez-moi vous expliquer pourquoi un panel du TAS pourrait démolir cette distinction. Je t'écoute. L'appel suppose qu'un retour sur le terrain qui était motivé par les joueurs eux-mêmes plutôt que par le respect de l'autorité, on s'entend, guérit miraculeusement l'infraction gravissime d'avoir abandonné le match. Mais l'arbitre a accepté de reprendre. As-tu lu les rapports mentionnés dans le dossier? Pendant ces 14 minutes-là, des supporters sénégalais ont tenté d'envahir la pelouse. Il y a eu des affrontements sérieux avec la police marocaine, des bagarres dans la tribune de presse. Ouais, la situation était tendue. Tendu. Gianni Infantino a dû faire une sortie publique pour dire que cette violence était inacceptable. Pour un panel d'experts, quitter le terrain, ça compromet fondamentalement la sécurité physique de tout le monde dans l'enceinte. C'est un argument de sécurité, pas de droit disciplinaire pur. Mais les deux sont liés. Le fait que Sadio Mané ait décidé de revenir plus tard, ça répare pas le danger mortel dans lequel l'événement a été plongé. Dire au continent africain, vous pouvez paralyser une finale, frôler l'émeute, revenir jouer puis garder votre trophée, c'est un précédent toxique que le TAS va vouloir absolument éviter. Je dois admettre que c'est un point de vue pragmatique très fort sur la gestion de crise. On s'entend tous les deux là-dessus. Merci. Mais le problème, c'est que la CAF a paniqué. Ils n'ont pas utilisé le bon outil juridique pour punir ce chaos. Et ça, c'est le troisième argument dévastateur de cette ébauche d'appel. C'est l'absence flagrante de fondement légal dans la procédure même de la CAF. Même si tu as raison sur la gravité des faits, la CAF s'est tiré une balle dans le pied. Tu parles du fait qu'ils ont agi trop vite en commission d'honneur. Je parle de l'application aveugle de la sanction. Tu sais, l'ébauche d'appel met en lumière l'article 148 du Code disciplinaire de la CAF. Cet article dit qu'une équipe qui refuse de jouer perdra par forfait. Oui, mais il ajoute un terme juridique fondamental. Lequel? En principe, ce petit groupe de mots-là, ça change tout. L'appel attaque le jury de la CAF pour avoir appliqué l'article 82 comme une guillotine automatique sans aucune marge d'appréciation. Alors que leur propre code exige une analyse. Exactement. Leur code exige de considérer les circonstances grâce à ce « en principe ». Ils ont complètement ignoré la distinction entre temps réglementaire et prolongation, puis ils ont balayé le fait que le match a été terminé par l'arbitre. C'est vrai que la décision de la CAF a l'air extrêmement mécanique. Ils avaient besoin d'un coupable et d'une sanction exemplaire super rapidement. Puis c'est là que l'appel sort l'artillerie lourde avec la jurisprudence Trabzonspor. Oh, celle-là est intéressante. C'est un précédent qui stipule qu'aucune instance sportive, pas la FIFA, pas la CAF, personne ne peut inventer des sanctions exceptionnelles par simple implication. Ouais. Si le règlement ne prévoit pas explicitement l'annulation d'un titre validé dans les prolongations pour une action survenue avant,
Tu peux pas l'inventer pour te sortir du pétrin. Le TAS exige une chaîne causale légale parfaite. L'appel expose le vide argumentatif du jury de la CAF qui n'a même pas pris la peine d'analyser le texte original français. D'accord. Sur l'aspect purement procédural de la CAF, je dois avouer que l'ébauche réussit brillamment son coup. Ah, Ouais, j'ai gagné un point. un seul point. Elle expose les failles institutionnelles béantes de la Confédération. Le fait d'éviter d'analyser le texte français original qui fait foi, ça, c'est une négligence que le TAS pardonne très, très rarement. Jamais, même. Il y a un manque évident de finalité intellectuelle dans le processus de la CAF. D'ailleurs, le document fait un ajout historique très astucieux, je trouve. Il rappelle la Cannes de 1976. Ah oui, l'ironie de l'histoire. Exact. Où le Maroc, ironiquement, avait lui-même quitté le terrain temporairement pour protester contre un arbitrage avant de revenir et d'être finalement couronné champion sans perdre par forfait. C'est fou pareil, hein? Exposer cette incohérence, ça renforce l'idée que la CAF applique ses propres règles de manière totalement arbitraire selon l'humeur du moment. Cela dit, même si l'appel détruit la procédure, je maintiens mon doute sur le fond. La sécurité face au texte. C'est clair qu'on se rejoint sur l'impact des failles de la CAF, bien que moi je le formulerais d'une manière plus catégorique. Détruire la procédure de la CAF, c'est ce qui gagne l'appel au fond. En droit de l'arbitrage, sans une base procédurale saine, tu peux pas imposer la peine capitale sportive. C'est ta perspective. Ouais. Fait que pour résumer ma position, cette ébauche d'appel est un chef-d'œuvre de construction restrictive. En liant la rigueur linguistique sur le terme « fin réglementaire » à l'utilisation stratégique des affaires Vida de Moore qui Trabzonspor, le document met le TAS devant un choix, suivre le texte ou inventer des règles. Et la CAF, elle n'a pas de texte pour se défendre. Moi, mon résumé serait le suivant. Nous avons devant nous une démonstration linguistique redoutable. Le manque de rigueur du jury d'appel de la CAF est exposé au grand jour, c'est sûr. Ouais. Mais, et c'est un grand mais, je reste intimement convaincu qu'une fois dans la salle de délibération du TAS, les 3 arbitres vont transpirer. Ils devront décider si l'esprit de la loi sportive et la sécurité physique du public peuvent vraiment être pris en otage par la définition stricte du temps additionnel. Sans dilemme. Les juristes aiment mes textes, oui, mais ils sont aussi les ultimes gardiens de l'intégrité du sport. Est-ce que la sémantique est une excuse suffisante pour un abandon qui a failli déclencher une émeute? Ça reste la grande question pour moi. C'est une belle réflexion finale sur laquelle on s'entend tous les deux. La véritable valeur de notre discussion aujourd'hui, elle réside précisément dans l'illumination de cette tension-là. Exactement. On se trouve exactement au point de friction entre la lettre implacable du droit et l'intégrité organique du sport. Nous suggérons fortement à nos auditeurs qu'il reste encore beaucoup de nuances à explorer dans le matériel source de ce cas et on vous invite à tirer vos propres conclusions. Absolument, le diable est toujours dans les détails et ce brouillon d'appel, c'est une vraie mine d'or pour quiconque s'intéresse à la mécanique du pouvoir dans le sport. Avant de clore l'émission, il faut absolument que je partage avec vous une information essentielle concernant la genèse de ce document fascinant. Ah oui, c'est la meilleure partie. Cette ébauche d'appel pour le Sénégal, elle a été créée de toutes pièces par un assistant de recherche juridique IA. C'est un mock draft, un projet de simulation. Techniquement, comment ça marche? L'agent IA utilisé pour pondre ce matériel de support, c'était un agent framework, un cadre agentique. OK, donc un système autonome. Concrètement, ça agit comme un avocat principal virtuel qui délègue des tâches d'analyse super spécifiques à différents modèles. Ce cadre était gouverné principalement par le modèle Claude, mais avec ce qu'on appelle un human in the loop. Un humain dans la boucle. Exact. Il y a toujours un humain expert pour diriger, valider et ajuster la stratégie globale. La recherche a été soutenue par d'autres modèles fondationnels comme Kimi, ChatGPT et Gemini. Et tout ça fonctionnait grâce à un processus de rubriques juridiques intégrées, les Embedded Legal Rubrics. En termes simples, on nourrit l'IA de grilles d'évaluation juridique extrêmement strictes pour la forcer à raisonner avec la précision d'un panel du TAS plutôt que de générer du texte généraliste. C'est une utilisation tellement impressionnante de la technologie pour décortiquer la complexité du droit du sport. Ça montre vraiment comment l'IA peut structurer des arguments humains de haut niveau. En effet. D'ailleurs, ce projet a été créé par Project Hamburger Search, Inc., basé à Buffalo, NY, et Montréal, QC. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif 501c3, projecthamburg.org, dont la mission est de créer des ponts entre les solutions d'intelligence artificielle et des secteurs comme l'éducation, le droit, la santé et la finance. Dirigé par Mordecai.
Visitez notre site Web pour soutenir nos recherches. Merci de nous avoir rejoints.